Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Fait. OK. Eh bien, bon matin, Simon. Bon matin, Gabriel, notre invité de ce matin. Yes. Au l'épisode 15 d'Intersection. Déjà, le 15e. Ça va vite. Ça va très vite. En fait, officieusement, c'est l'épisode qui célèbre un peu notre première année, Gab. Donc, bien content que tu sois avec nous. Tu vas marquer ce jalon important de notre existence. Bien heureux d'en faire partie. Yes, puis je suis vraiment content que tu sois là. Écoute, Simon et moi, on réfléchissait il n'y a pas si longtemps sur justement qu'est-ce qu'on avait envie de parler. Puis, tu sais, c'est un peu inévitable, là, l'IA est partout, on l'entend dans toutes les sauces, tous les sujets. Puis, évidemment, là, c'est passé sur notre radar. Puis, rapidement, on pensait à toi. Je me suis dit, Colin, ça serait intéressant de faire venir Gabriel. Puis, tu sais, j'aimerais peut-être ça dans un premier temps, peut-être que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours un peu, puis qu'est-ce qui t'amène justement aujourd'hui, parce que, disons-le, tu travailles pour une boîte, ta boîte, en fait, qui s'appelle Pipemind, puis vous avez une grande spécialisation dans tout ce qui est AI, là, donc, voilà. Oui, en fait, j'étais un peu, on s'est connus, Jonathan et moi, au tout début de notre carrière en technologie. Donc, ça fait au-dessus de 25, plus que 25 ans, parce que j'ai commencé à travailler en technologie avant ça. Et ça fait, je m'intéresse beaucoup à la futurologie depuis à peu près les années 2010. Dans mes recherches en futurologie, j'avais commencé justement à m'intéresser beaucoup à l'AI au tout début, là, quand on commençait à parler des réseaux neuronaux et tout ça. Puis, ce qui m'a mené à prendre des années 2010, à prendre beaucoup de changements importants dans ma carrière pour m'orienter vers l'AI, aider les compagnies à prévoir un peu qu'est-ce qui s'en vient. Mais aussi utiliser ce qui sort, puis dans le fond, de conseiller les différentes organisations sur l'arrivée de l'AI. Mais plus récemment, évidemment, je pense que tout le monde le voit, là, ça déboule très rapidement. Ça fait des années que je m'amuse à faire des prédictions. C'est ça que je trouve le sujet intéressant parce que, je ne cacherai pas, mes prédictions n'ont pas toujours été toujours bonne. Mais tu sais, au début, je m'inspirais beaucoup dans le One More, ce genre d'affaires-là, pour essayer de comprendre où est-ce que ça s'en allait. Tout ce que je peux résumer, c'est que ça va plus vite que ce que je prévoyais. Puis à l'époque, je pensais que j'étais un peu... je me trouvais agressif dans les prédictions, puis ça va plus vite que ce que je prévoyais. Et ça me fait peur. Je pense que comme bien des gens, ça me fait peur. Fait que Et c'est ce qui m'amène maintenant, en ce moment, bon, je vous parle je suis présentement à Doha, au Qatar. En ce moment, là, je suis un mandat avec une compagnie qui s'appelle Lilia, qui aide le gouvernement du Qatar à revoir comment, justement, l'arrivée de l'AGI, l'arrivée de ce genre de technologie-là va avoir un impact dans le système de la santé. Et je les aide à réfléchir à quasiment tous les sujets. Fait que je travaille directement avec l'équivalent, en fait, s'il y avait une entité qui gérait tous les hôpitaux au Québec, là, je travaille avec cette entité-là. OK. Et essayer de comprendre justement comment ça s'en va. Fait que c'est un sujet que j'essaie de me tenir à jour beaucoup, parce que mais encore là, c'est difficile, ça évolue tellement rapidement. Mais ça me passionne, bref. On est loin de la 4Com, là, Gab, là, tu me confirmes. On est très loin de la 4Com, qui était notre... au c'est début, quoi, c'est la 4Com, les gars? Là, Désolé, là, c'est un inside, fallait trop que je le plug. Comme Gab l'a dit, tu sais, on a commencé notre carrière ensemble, mais clairement, on n'a pas commencé notre carrière en faisant de l'AI. C'est plus en faisant de la com, quoi? Ouais. Écoute, on faisait littéralement des sites web. On essayait quand même d'être innovateur. Tu sais, on travaillait pour quelqu'un qui était un grand créateur, Mario Turgeon, qui nous a malheureusement quittés, payait son âme. Mais Mario était un gars, un créateur, un artiste. Puis, dans le fond, un produit qu'il avait conçu, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des CD qui avaient la forme d'une espèce de petite carte de visite. Donc, vraiment un CD là, qui était tronqué, qui était tout petit. Puis, on avait appelé ça, il y avait brandé ça jadis la carte com. Puis, on faisait des présentations montées sur Flash. Tu sais, dans le fond, l'équivalent finalement d'une présentation de la personne, de son CV, de qui il est là-dessus, en autoplay. Là. Fait que ça devenait comme une carte d'affaires numérique, tu sais, capotée, que tu donnes ça quand tu rencontres quelqu'un. C'est comme, hey, wow, j'ai jamais eu ça, une carte d'affaires, mais version électronique, tu sais. Fait que c'est un produit sur lequel on fait des blagues parce qu'on a travaillé longtemps là-dessus. Puis c'est comme le running gag quand on se voit, c'est toujours la carte com. Voilà.
La fameuse carte com. J'ai plein d'autres affaires. Ouais. Écoute, on pourrait faire un épisode complet sur des produits qui ont été expérimentés. Tu sais, entre autres, on faisait des courriels animés en 3D. Écoute, il y a eu toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, ça a été une belle époque. Tu sais, c'est honnêtement, avec du recul, là, on n'avait comme pas de barrière. On se disait, hey, on l'essaie, go. Tu sais, on voyait où est-ce qu'il y avait des trous un peu ou des opportunités, puis on s'entend que dans ce temps-là, c'était un monde de possibles. Donc, ça a été une belle époque. Mais jamais à ce moment-là, vous anticipiez que ça irait aussi vite que ça aujourd'hui. Là. Je rattache ça un peu à ce que tu disais, Gabriel. Tu sais. Même, moi, je pense qu'on tous les trois autour de la table virtuelle présentement, on avait cette volonté de regarder un peu en avant, être au-delà des tendances. Mais là, moi, c'est plus vite que jamais. Là. Guys, c'est normal si personne n'est capable de keep up the pace. Là. C'est très normal. Quasiment personne n'est capable de keep up. Là. Puis tu sais, moi pour rajouter une petite parenthèse là-dessus, ce qui me fascine le plus actuellement, c'est que justement, faut aider monsieur, madame, tout le monde. Faut aider les organisations, peu importe, les petites, les moyennes, les grandes. Les grandes sont peut-être déjà plus intéressées par le sujet. Puis ça, mais c'est super important qu'ils se mettent déjà les mains dedans puis qu'ils commencent à l'utiliser. Parce que justement, comme au Canada, au Québec, tu sais, tantôt, ben, si on ne le fait pas, on va retrouver, déjà qu'on est un certain retard, on va juste accentuer notre retard là, encore plus. Donc, là, on a comme une belle opportunité devant nous de repartir un peu à quelque part dans une certaine mesure. Même si, par rapport à d'autres pays, évidemment, on a déjà beaucoup de retard, mais je trouve ça intéressant. Puis autant que moi, que vous, j'imagine, je pense qu'on avait atteint un certain plateau là, dans le développement numérique, où on se demandait un peu tous, ça allait être quoi le what's next? Là? Il y a toujours ça. Là, OK, Apple a lancé le téléphone mobile avec l'iPhone. Ça avait été comme une genre de petite révolution majeure. Ils avaient lancé leur Vision Pro, là, mais personnellement, je ne suis pas embarqué dans ce bandwagon-là en pensant que ça pouvait être une révolution majeure. Mais là, puis là, l'AI est arrivé, avec OpenAI puis ChatGPT, qui a comme plus commercialisé le tout. Puis là, ça a comme, boum, ça a eu l'effet littéralement d'une bombe dans le milieu, là. Puis c'est un peu ce qu'on va adresser un peu aujourd'hui parce qu'on va tourner naturellement autour de l'AI précisément, puis autour d'un rapport qui est sorti il y a à peu près un mois, là, qui est sorti le 3 avril dernier 2025, qui s'appelle AI 2027. Fait que ultimement, on vit présentement l'éclosion un peu de l'AI, un peu plus mainstream, mais on est très, très, très à la phase enfantine de la chose, ultimement, je pense, parce qu'il y a énormément de grosses choses qui vont... Ça va bousculer beaucoup de trucs dans le futur. Puis, j'aime ce que tu as dit, Gab, là, moi aussi, le côté futurologie de la chose, là, puis ça flirte avec le sci-fi aussi, là, par moment, là, la science-fiction. On est tombé sur ce rapport-là qui est sorti par des gens quand même très bien placés dans le domaine de l'AI, notamment une couple de personnes qui étaient chez OpenAI qui sont plus là. Est-ce que tu veux que je te les présente brièvement? Parce que je me suis intéressé Joe. ce matin à qui Joe. ils étaient. J'ai demandé évidemment à mon ami ChatGPT de me résumer le tout. Dans le fond, il y a Daniel Coco-Tajlo, qui est comme un chercheur en intelligence artificielle. Lui, dans le fond, il a travaillé dans la division gouvernance d'OpenAI de 2022 à 2024. Puis ce qui le rend un peu particulier, c'est que, dans le fond, il a quitté OpenAI en ne signant pas, dans le fond, une clause de non-dénigrement pour OpenAI et ça l'a privé de 2000 $ en actions parce que lui, il voulait garder sa liberté d'expression. Puis on comprend justement avec un peu ce qu'il a mis en place avec cette nouvelle-là, ou du moins cette étude-là, cette recherche-là. Il y a Scott Alexander qui, lui, c'est plus un psychiatre, blogueur américain, donc plus le côté psychologie, philosophie, futurisme aussi. Donc, intéressant. Fait que déjà, on passe de la personne qui est, disons, un peu plus deep dans OpenAI, qui a vu un peu la machine, avec en plus après ça la perspective d'un psychologue, d'un psychiatre. Thomas Larsen, qui est un chercheur aussi, fondateur du Center for AI Policy, il a travaillé avant aussi à l'Institut de recherche de l'intelligence des machines, puis il a été contractuel aussi pour OpenAI, donc encore une fois, ça nous ramène à OpenAI. Eli Lifland, lui, c'est un chercheur
docteur en prévision IA. Puis ce gars-là, c'est classé premier au classement général de l'initiative des prévisions du RAND, dans le fond, parce qu'il travaille sur AI Future Project, qui a cofondé une organisation qui s'appelle SAGE, etc. Donc, quelqu'un qui est très pertinent, très crédible dans l'environnement AI de la recherche. Puis le dernier, c'est Romeo Dean, qui est un étudiant, lui, plus dernière année de maîtrise informatique à Harvard. Donc, lui aussi, là, qui travaille sur AI Future Project. Fait que, tu sais, les gens qui ont travaillé là-dessus, qui sont comme les signataires, on s'entend que c'est pas des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Exactement, exactement. C'est quand même du gros calibre, puis ça a donné, puis là, vous irez voir, là, on pourra peut-être vous le montrer tantôt, ça a donné AI-2020, 2027, donc AI2027.com. Fait que quand je suis tombé là-dessus, j'ai envoyé ça à Joe. Hey, ça a l'air capoté, ça. Parfait. On invite Gab là-dedans pour en parler de ça. On va décortiquer ça un petit peu aujourd'hui. Ultimement, la prémisse de ça, puis je veux peut-être vous entendre au début, tu sais, Gab, Joe, sur comment vous l'avez vu d'emblée, puis on pourra peut-être aller un peu dans. Il y a un certain timeline là-dedans. Là, tu sais, plus je lisais, plus j'écoutais, plus. Eux, dans le fond, ce qu'ils ont joué, c'est qu'ils ont dit à partir de maintenant, on va essayer de voir ce qui va se passer jusqu'à à peu près 2030, un petit peu and beyond, là, mais avec un point d'inflexion qui est beaucoup à 2027. Là. Puis on va essayer de jouer à c'est quoi nos meilleures prédictions par rapport à ça. Et c'est fascinant. Fascinant. Premièrement, votre premier take, les gars, peut-être à 10 000 pieds dans les airs, là, en jour d'aujourd'hui, Gab, qu'est-ce que tu penses un peu de ce rapport-là? Je pense qu'il identifie quand même assez bien la séquence que j'avais en tête. Je la trouve, encore une fois, peut-être plus agressive que ce que moi j'aurais tendance à prévoir, mais pas de beaucoup. Mais ce que j'aime du document, en fait, c'est que ils mettent des noms à des concepts qui n'existent pas encore, puis ça rend la lecture assez facile parce qu'ils parlent de génération, puis ils parlent aussi de l'opposition avec la Chine, par exemple. Comment est-ce que parce que c'est un des gros éléments aussi que j'ai toujours vu dans ma lecture de l'AI, parce qu'on peut difficilement avoir des régulations sur l'AI si on sait qu'il y a un autre pays qui va pas le faire puis qui va juste gagner la course puis après ça t'écraser avec ça. Fait que c'est un peu comme ça ressemble beaucoup, ça me rappelle un peu beaucoup la guerre avec la guerre froide avec les armes nucléaires avec la Russie, où est-ce que tu n'as comme pas le choix d'un certain sens d'aller à fond, parce que si tu vas pas à fond, tu vas te faire écraser. Mais je crois qu'ils ont peut-être sous-estimé un peu la partie humaine. En technologie, les futurologues ont tendance souvent à avoir une vision purement technologique, mais les technologies, on est dans une phase qui ont tendance à évoluer plus vite que ce que les humains sont capables de l'adopter. Puis on le voit, la vitesse qu'OpenAI évolue est beaucoup plus rapide que ce que les gens sont capables d'en prendre profit en ce moment. Et ça, j'ai l'impression que... On a juste à pencher au starter pack, tu sais. Oui, c'est ça. Qui est l'élément que les gens ont utilisé le plus. Mais en fait, ce que je cherchais, c'était quoi le nom starter pack? Les images. C'est la figurine, là. Tout le monde a fait la fameuse figurine emballée de Toys R Us style, là. OK, je comprends. Moi, je suis cabotin un peu ce matin. C'est bon, c'est parfait. non, mais ça montre bien quand même, des fois, à quel point qu'une technologie sort, qu'on pense que ça va changer la médecine, finalement, les gens, ils vont faire des starter packs avec, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que avant que les compagnies... La technologie va arriver, mais avant, tu sais, on parle, exemple, parce que c'est un bon exemple. En ce moment, nous, on fait de la recherche en sciences, puis on utilise de plus en plus des outils comme Google Deep Search pour faire littéralement une recherche scientifique, puis partir comme ça comme point de départ. Puis peut-être juste en parenthèse, un Deep Search étant plus une méthode un peu plus approfondie, plus longue de faire une recherche. Est-ce que c'est un peu comme les outils? On le voit dans OpenAI, dans ChatGPT, tu peux faire un research là, un peu plus approfondi. Il va partir pendant 10 minutes, ce qui est assez intense, puis là, il va te revenir avec une espèce de synthèse à capoter, là. Exact. Puis ça va lire des publications scientifiques. Ils ont un filtre déjà beaucoup plus élevé de la qualité des informations qu'ils vont chercher pour être sûr de te ramener des données. Mais il y a beaucoup d'éléments, tu vois, qu'on voit dans ce document-là qu'on peut déjà voir le début avec des outils comme Deep Search. Puis moi, qui travaille dans un contexte très scientifique en ce moment avec le domaine de la santé, je vois déjà très, très clairement l'impact de tout ça. On pourra en parler un peu plus tard, là, mais à haut niveau, c'est ça. J'aurais tendance à dire que la séquence est bonne.
Une lecture la lecture, je l'aime bien, entre comment que les pays vont réagir les uns aux autres, mais je pense que les gens vont réagir plus lentement que ce qu'ils disent. Fait que la technologie risque, je pense que ça va être un peu plus lent, mais pas beaucoup. Tu sais, c'est peut-être 1 an ou 2 de plus. Tu sais, dans notre vie, ça change pas grand-chose. On est face au mur, là, tu sais, Absolument. Puis, bon, fait que, puis ce que j'aimais aussi, c'était l'approche qu'ils ont pris. Ils ont décidé d'être un peu comme... quand j'écoutais, bon, je vous l'ai dit, les gars, j'ai mis ça dans Notebook LM. J'ai créé un podcast de 2 agents virtuels qui me parlaient de ce rapport-là. Ça m'a donné un 25 minutes d'un faux podcast qui m'expliquait cette affaire-là. Puis quand j'ai écouté ça en vélo, en m'en allant au travail, ça sonnait comme un plot de film. Honnêtement, c'était hollywoodien. Voici maintenant ce qui se passe, il va y avoir. Puis ils ont mis des faux noms, hein, on se rappelle. Fait qu'ils ne parlent pas d'OpenAI ouvertement là-dedans. Ils ont mis le nom, ils ont changé le nom pour une autre entreprise qu'ils ont appelé Open Brain. Fait que ils font une espèce de narratif pour éviter les bon, dans le fond, on le sait que Open Brain, c'est beaucoup OpenAI, je crois, mais tu sais, ils ont essayé de mettre une espèce de couche par-dessus pour faire comme si on rêve, là, puis on met des faux noms un peu. Mais l'ascension est là quand même et c'est assez fulgurant. Peut-être, bon, par où on prend ça, les gars? Il y a tellement d'affaires. Moi, une chose qui m'a fasciné au-delà de évidemment, lire le contenu puis de tout ça, je ne sais pas si vous êtes attardé sur le site, puis je vais vous sharer ça. Ouais, vas-y. Pour ceux qui vont nous avoir écoutés en vidéo. C'est les petits graphiques ici à droite, dans le fond, parce qu'ils mettent les AI capabilities un peu qui sont plus comme des majeurs sur le hacking, le bioweapon, le coding, la robotique, la politique et le forecasting, à mon sens, qui sont les bonnes capabilities à regarder. Mais ce qui m'a surpris, c'est que je m'attendais, parce qu'au fur et à mesure qu'on scroll down le truc, on voit l'évolution finalement de ces capabilities-là. Et je me serais attendu à ce que Robotics ne soit pas nécessairement un peu laissé derrière. Parce que vous le voyez au fur et à mesure que je scroll potentiellement jusqu'à 2027. On voit que le coding ramasse une grosse partie. On a dans le hacking, politique, forecasting, mais robotique est un peu en retard. Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus sur qu'est-ce que vous pensez de ça, de voir que la robotique est peut-être pas celle qui va évoluer la plus vite à profiter justement de ce que l'AI et puis de l'évolution va apporter. Là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que la robotique a plusieurs enjeux. Il y a un coût financier qui est beaucoup plus élevé. La robotique il y a beaucoup de sensors qui viennent avec la robotique. Les AI en général, tout ce qui se fait dans un ordinateur, là, sur un PC, c'est ce que l'AI va pouvoir faire en premier. Fait que si toi, ta job, c'est de travailler sur un PC, ben, t'es à risque. Mais la robotique, comme il y a une partie physique, il faut faire les robots, il faut les manufacturer. Il y a l'enjeu de la batterie aussi qui est un des plus gros enjeux avec la robotique, c'est l'énergie, en fait. Tu as beau vouloir faire un robot qui marche dehors, si l'autonomie de la batterie n'est pas très bonne, fait que pour ça, on va avoir besoin de... L'AI va sûrement nous amener à concevoir des meilleures batteries, mais le temps qu'on les industrialise, fait qu'il y a une grosse partie d'industrialisation qui va avoir un délai. Le manufacturing de la robotique va être en arrière. Fait que moi, ça fait totalement du sens que la robotique est le dernier. Et ce qui est un peu drôle, parce que dans les prédictions qu'on avait de l'AI au début, on avait tendance à dire que les bras viendraient avant la tête, là, en sens que quelqu'un qui travaille dans un milieu manufacturier, on avait tendance à dire il serait bien plus en danger que quelqu'un qui est un créatif. Mais là, on le voit en ce moment, c'est l'inverse. Le cerveau va être le premier... les premières victimes, les cerveaux vont être les premières victimes de l'AI. On a reçu les gars de Tessellate Robotics là, dans un épisode précédent, puis eux aussi, de mémoire, traitaient aussi qu'il y a énormément de complexité avec la robotique qui va s'en venir. C'est pas un jeu d'enfant ultimement, fait que ultimement, ça me surprend pas que ça soit plus loin un peu dans le rapport. Par contre, c'est sûr que je me rappelle que j'ai été voir directement par moment la fin là, de tout ça, puis il y a comme 2 scénarios. C'est comme un journal dont vous êtes le propre héros, là, ou un livre dont vous êtes Choose le your propre héros. ending. Choose your ending. Donc, dans ce rapport-là, tu lis toute la séquence de ce qu'ils pensent qu'ils vont se passer jusqu'à 2027. Mais après, ils disent
OK, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il va y avoir un slowdown, ça va se calmer, ou il va y avoir une course, puis ça va aller de manière fulgurante? Et de mémoire, dans le côté race, le dernier paragraphe, les chums, c'est pas rose, là. Les robots sont là. C'est un peu la matrice style, là. C'est la fin des humains, là. C'est la fin des humains. Fait que, en étant dans le race, ça prend une espèce de tournure assez intense. C'est sûr que je réfléchissais à ça ce matin. Je me disais, ben, c'est sûr que plus tu essaies de voir loin, plus ta marge d'erreur est quand même grande aussi, là. Tu sais, c'est relativement, puis là, je vais dire entre guillemets, facile de réfléchir à jusqu'à 2027, mais rends-toi à 2040, là, il y a tellement de facteurs en cause que ça peut bouger fois 1000, là, tu sais. Fait que voilà. Et c'est effectivement super difficile d'avoir une opinion là, sur ça, tu sais. Puis oui, c'est sûr que c'est très scénarisé, puis tu sais, penser sur l'histoire, tu sais, que bon, l'humain étant ce qu'il est, tu sais, je veux dire, on va toujours chercher à vouloir aller chercher cette race-là, cette course-là, puis d'être en avance. Puis tu sais, la politique est pas là pour aider non plus, là. Tu sais, on est passé dans les 10 dernières années, c'était plus tranquille sur la scène internationale, ça brasse en tabarouette. Donc, assurément, c'est dur de voir qu'on va slow it down parce qu'il y a des intérêts actuellement politiques qui sont en mode, si on pense à des voisins du Sud ici, on va tout faire pour essayer de prendre l'avance puis de maintenir notre place puis d'aller chercher le pouvoir. Puis du côté de l'Asie, c'est la même chose. Je veux dire, sont en puissance 10, là. Ils cherchent encore à continuer leur domination sur les marchés, sur la façon dont ils sont implantés mondialement. Donc, tu sais, moi, j'ai de la misère à voir le slowdown comme quelque chose nécessairement que, tu sais, on va tous se dire, hey, guys, vous trouvez pas que ça va trop vite, on va tout relaxer, là. Tu sais, je pense que ce serait le temps d'en faire un slowdown, là, puis on le fait pas, là. Tu sais, fait que... Ben, on se rappelle pendant quand ChatGPT ça a été lancé, il y avait Yoshua Bengio puis sa gang à Montréal qui avait rassemblé plein de chercheurs en AI pour faire une espèce de lettre ouverte appelant les plus grands de ce monde à se calmer un peu les nerfs sur la rapidité de la chose. Lire ce rapport-là m'a remis dans ce moment-là il y a maintenant 1 an, 2 ans peut-être, là, ça fait un petit moment déjà. Puis est-ce que les choses, je serais curieux de genre, maybe one day on va avoir Yoshua Bengio sur le podcast, Jonathan, puis je serais curieux de l'entendre sur, tu sais, t'avais fait un halt au feu, guys, ça va péter, ça va aller trop vite, faut mettre une pause. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe maintenant, là? Parce que clairement, il n'y a pas eu de pause et dans les scénarios qui sont élaborés dans AI 2027, il n'y a rien qui s'arrête tant que ça n'arrête pas, là. Peut-être. Ouais, ben, vas-y, Joe. Ah, vas-y. Ben, je vous amènerais peut-être sur. Bon, j'ai essayé de faire une espèce de légère séquence un peu pour mettre un peu dans le mood des gens qui vont peut-être vouloir le lire, mais on va leur donner une espèce d'impression de ce qui se passe là-dedans. Tu sais. Une des choses, c'est que, bon, ça va très, très, très vite et il y a de plus en plus, on le parlait au niveau géopolitique, d'entrée de jeu, personne ne veut être le dernier, personne ne veut être derrière. Fait que c'est sûr que dans le narratif qui est décrit là-dedans, on parle vraiment de les États-Unis qui ont une puissance en force, la Chine qui est là. Il y a une volonté, les deux avancent, mais dans ce qu'eux voient, il y a une espèce de lacune au niveau de la Chine et il y a une volonté des espions, il y a une volonté de voler du knowledge. Puis ce qui m'amenait aussi à réfléchir que nous, le petit commun des mortels là, qui utilise ChatGPT, Copilot, tout ça, ben c'est une portion de... Mais eux, tout ce qui travaille, tu sais, il y a des choses qu'on voit pas, là, tu sais. Les versions qui sont pas release en ce moment, c'est de plus en plus gros, puis bon, ils release des affaires tout le temps, mais dites-vous là, que dans les laboratoires, dans les équipes qui sont là, ça travaille sur the next big thing, puis plus ils avancent là-dedans, plus ils s'approchent de choses qui sont extrêmement fortes, powerful et dangereuses ultimement dans un contexte un peu on parlait de Cold War, là, de guerre froide et tout ça. Fait qu'il y avait ce bout-là qui était très, très, très intéressant selon moi au niveau de la Chine là, qui veut peut-être venir voler des trucs. Est-ce que ça va se passer? Je sais pas. Je sais pas si vous avez un take là-dessus, les gars. Là. Ouais, ben moi je pense que c'est ce qui va arriver. Mais on le voit déjà.
on voit déjà, en fait, la dynamique est déjà là. Puis je pense que, tu sais, c'est pas un hasard qu'ils ont appelé, je me rappelle le nom qu'ils ont donné à la version chinoise, mais c'est DeepSend. DeepSend. Donc, on pourrait croire DeepSeek, là, et Ouais. je pense que c'est pas un hasard que le nom est très proche, là. La Chine a toujours eu. Si on regarde récemment, si on suit les publications d'intelligence artificielle qui sortent dans les derniers mois, voire dernière année, la plupart des publications, si vous lisez les noms, vous allez voir, c'est une grande partie des noms chinois. Donc, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on parle d'optimisation de modèles, lorsqu'on parle de trucs, même open source, étrangement, la Chine en ce moment est très, très dominante. Et les grandes compagnies chinoises, qu'on peut regarder, exemple Tencent, Alibaba, ils ont tendance à sortir beaucoup des modèles. Puis là, on le voit parce qu'on parle beaucoup de la course des GPT, des LLM en langage, mais quand on regarde la course du vidéo, l'image, tout ça récemment, il y a énormément de modèles là, qui sortent chinois. Et la Chine, leur force semble être beaucoup l'optimisation. Donc, ils vont, puis on le voit un peu comment ils ont entraîné des psys ils ont même interrogé OpenAI pour pouvoir entraîner plus rapidement leur modèle. Fait que, tu sais, quand on parle d'AI pour entraîner des AI, mais ça, c'est déjà un exemple concret de ce genre d'utilisation-là. Fait que le coût pour arriver à entraîner ces modèles-là est devenu relativement faible. Fait qu'à long terme, mais en même temps, j'ai l'impression que OpenAI, comme ils sont en avance, ils peuvent se permettre, puis on le voit souvent, hein, ils peuvent se permettre de sortir les technologies uniquement lorsqu'ils sentent qu'ils sont en train de se faire à côté. Puis il y a souvent des espèces de réactions de chaîne. Tu en as un, mettons Google, qui va sortir un modèle, puis d'un coup, bang! Une semaine plus tard, le PNR fait une grosse annonce, puis ils font comme juste, regarde, mais la technologie qu'ils ont sortie, ils l'avaient sans doute déjà dans leur poche depuis peut-être quelques mois. Donc, je pense que OpenAI, en ce moment, a encore un edge. Je pense que le programme de recherche que le gouvernement américain, Trump, ils ont mis, je ne sais pas combien de milliards, là. Je pense que ça va les aider à garder le edge. Et par rapport à la Chine, il y a une créativité que les Chinois ont toujours une difficulté à avoir. Je pourrais en parler aussi, les causes de cet enjeu-là par rapport à la Chine, mais les Chinois ont souvent tendance à avoir une approche très prudente et ils ont tendance, tu sais, quand on dit qu'ils copient, c'est souvent parce que dans leur culture, une nouvelle idée est souvent perçue comme étant un risque, tandis qu'en Occident, une nouvelle idée est perçue comme étant une opportunité. Puis ça, c'est très, 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 très fort dans la culture chinoise, ce qui fait que les nouvelles technologies ont quasiment tout le temps les nouvelles idées, comme ChatGPT, par exemple, de faire un chat qui utilise les GPT, puis tout ça, mais c'est venu de l'Occident. Mais la Chine, on souvent être meilleur à optimiser. Ils vont avoir une conscience des coûts plus forte. Fait que souvent, à la fin, ça peut être eux qui se retrouvent avec un meilleur produit. Il ne faut pas oublier non plus que la Chine a un milieu c'est un pays qui contrôle énormément à l'interne. Donc, ils peuvent se permettre aussi de couper la compétition. Puis en faisant ça, ben, ils peuvent permettre vraiment à des pousses chinoises de fleurir. Tandis qu'au Canada, mettons que nous, on voudrait compétitionner OpenAI, ça va être très difficile parce qu'on va se faire écraser. Mais en Chine, ils vont tout simplement couper OpenAI, puis ça fait qu'ils vont pouvoir donner les ressources pour la version chinoise. Bref, je pense que la vision est bonne. Puis je pense que la Chine va toujours être en arrière, mais ils vont mieux optimiser. Puis ils vont des fois avoir moins d'éthique. Et la Chine a un gros avantage sur nous. C'est pas une démocratie. Fait que, en général, je suis un pro de la démocratie. Je suis quand même pas. Mais pour la course à l'AI, c'est un gros avantage parce que alors que nous, on était en train de s'enfarger dans des discussions sur l'éthique des données, je pense que c'est un problème qu'on aurait dû régler en 2018. Eux autres sont déjà en train de se dire comment que les GI vont avoir un impact dans l'économie, comment qu'on va réfléchir. Puis un peu, c'est aussi le genre de discussion que j'ai ici là, au Qatar. On est en train de penser à se dire comment qu'on va prescrire des médicaments, comment qu'on va, ce genre de questions-là, comment qu'on va optimiser le système de santé avec ces technologies-là. Mais ces discussions-là, j'ai l'impression qu'on les a pas beaucoup au Québec, au Canada, mais parce que on veut pas heurter personne. On a ce côté très, très démocratique qu'on a, tandis que la Chine, ils vont faire c'est ça qu'on fait. Puis ils poseront pas de questions, puis au pire, on corrigera. Puis on voit que Trump, je suis pas un fan de Trump, mais ce qu'il fait, puis les décisions un peu chaotiques qu'on voit en ce moment aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être teintés de cette vision qui approche, puis qu'ils savent que la population est peut-être pas nécessairement apte à comprendre.
Puis je serais pas surpris qu'on commence à avoir ce genre de chaos un peu partout dans le monde parce que les dirigeants, plus qu'ils vont être informés sur les enjeux qui sont en train d'arriver, parce que les économies sont potentiellement sur le bord de cracher, les gens sont potentiellement sur le bord de perdre leur emploi. Est-ce que c'est le retour du communisme? Est-ce que il y a plein de questions qui peuvent se poser. Donc, si les pays qui vont être capables de bien gérer ça, c'est ceux qui vont être capables d'avoir une bonne grippe sur leur économie, puis tout ça. Fait que, bref, beaucoup d'instabilité, mais le document, je le trouve assez juste dans comment il perçoit les tensions entre la Chine et les États-Unis, mais il y a aussi l'Europe, il y a aussi la Russie, il y a aussi il y a l'Inde aussi qui est hyper intéressante aussi à suivre. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont rentrer, puis ça se peut qu'un des joueurs qui gagne, on n'a aucune idée en ce moment. C'est genre l'Indonésie, là. Tu sais, ça se peut qu'il y ait un Exact. pays qu'on n'a aucune idée en ce moment. Ils sont sous le radar complètement, ouais, mais puis qu'ils vont faire éventuellement. Ouais. Ben, je sais plus avec qui je jasais de ça, mais c'est l'Afrique. On me rapportait il y a 2-3 semaines que l'Afrique est le pays où il y a le plus la jeunesse de tout le monde, c'est en Afrique. C'est le peuple le plus jeune en ce moment. Fait que c'est the next big thing. La prochaine génération qui va popper ben raide, c'est là. On peut penser que c'est très, très pauvre, puis c'est très, très arriéré, mais ça peut être dans l'angle mort, puis un jour ou l'autre, ça vient plus vite que ce qu'on pensait, là. Moi, il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes qui m'ont retenu mon attention dans ce que tu as dit, Gab. Puis la première, c'est par rapport au fait open source. Donc, comment tu perçois ça, le fait justement que l'Asie se lance là-dedans, puis que justement prenne cette tangente-là sur l'open source? C'est parce que l'open source a des faiblesses, puis qu'eux, ils se disent, ben, tu sais, est-ce que c'est un peu étrange, tu sais, de dire, ah, tu sais, on arrive, puis tu sais, poup, tu sais, c'est open source, tu sais. Je pense que face à un joueur dominant comme OpenAI, qui semble toujours avoir une longueur d'avance en ce moment, la seule façon, je pense, que les autres peuvent compétitionner, à moins d'être Google puis potentiellement essayer de jouer la game de l'argent, là, je pense que c'est d'y aller open source. Parce qu'en bout de ligne, euh, l'open source permet à mettre toutes les forces ensemble pour réussir à compétitionner. Puis je pense que même les grandes compagnies, parce qu'on le voit, des majeurs chinois, puis on s'entend, les Chinois avant, c'était pas les plus ouverts là, en termes d'open source, puis là, on le voit. C'est parce que je pense qu'ils ont compris que s'ils agissent de cette façon-là, ben, ils vont potentiellement réussir à compétitionner, parce que s'ils ne réussissent pas, ils vont se faire écraser littéralement. Parce qu'un AI, là, un AI généraliste, là, ça tue beaucoup d'industries, là. Puis ça tue des joueurs. Ça peut tuer un Microsoft en 3-4 ans. Tu sais, ça peut tuer des joueurs qu'on penserait too big to fail, là, mais là, ils peuvent potentiellement mourir. Fait que je pense Ouais, que les autres. même Google actuellement, tu sais, qui aurait prédit qu'éventuellement, j'ai tendance, moi, aujourd'hui, à ouvrir plus ChatGPT pour poser mes questions, obtenir mes réponses que d'aller googler, là. Je veux dire, je pensais pas qu'éventuellement, j'allais vivre un moment comme ça, puis je veux dire, C'est rapide. Google, assurément, s'est fait prendre de court, là, carrément, là. Ouais, Google s'est fait faire un Yahoo. Ah, complètement. Exactement. J'aime Mais bien c'est se ça. faire un Yahoo. Je vais la garder, celle-là. Deuxième sent, chose qui a ouais. retiré mon attention aussi, c'est que tu as parlé du Québec, en fait. Tu sais. Puis, est-ce que je me trompe, mais tu sais, puis tu as une perspective, tu voyages beaucoup, tu as la chance de travailler sur des super beaux projets un peu à l'échelle internationale, mais est-ce qu'on est trop pris dans nos TI au Québec, là? C'est parce qu'on Oui. parle juste de TI, tu sais. On peut-tu parler de techno puis d'innovation puis d'arrêter d'avoir peur, là? Je pense que le Québec a un peu le même symptôme puis un peu le même symptôme que l'Europe. On a une population vieillissante, on a une population qui ne comprend pas ces enjeux-là. Mais ce qu'ils comprennent, c'est des trucs comme, exemple, l'éthique, ces affaires-là qui sont importantes. Il ne faut pas croire que ce n'est pas important, mais j'ai l'impression que la réflexion qu'on a sur l'éthique et sur les technologies, tu sais, quasiment plus sur le big data que sur un AGI qui arrive, puis de toute façon, il n'y a même plus besoin de tes données parce que déjà, il comprend déjà. Tu sais, les GI, les données vont perdre la valeur. C'est un autre angle intéressant, là. Les données vont perdre la valeur avec l'arrivée de l'AGI parce que l'AGI va déjà savoir à peu près tout ce qu'il a besoin de savoir. Est-ce que c'est juste pour mettre ça dans un autre jargon, Gabriel, c'est que l'AI va devenir, c'est une petite valise qui est déjà pré-packagée avec tout le savoir. Fait que, à un moment donné, dans le rapport, il disait à un moment donné, quand il va avoir gobé l'Internet 4 fois, là, à un moment donné, il n'y a plus besoin d'y donner des données plus, là. Fait que je te redonne la POC, là, mais c'est ce bout-là, là. Ouais. Puis le temps finalement qu'on prend à essayer de légiférer sur ça, ben l'évolution du produit en soi va tellement vite que
nos barrières ou ce qu'on voudrait mettre en place aura plus lieu d'être, là. Exact. Puis en plus, les endroits où est-ce que les données ont vraiment de la valeur, c'est les endroits où est-ce qu'on ne veut pas les données accessibles. Exemple, dans le monde de la santé. Dans le monde de la santé, les données peuvent avoir de la valeur parce que les humains sont tellement différents puis ont tellement beaucoup de mécanismes. Puis ça, c'est mon domaine un peu que je travaille en ce moment. On parle, d'exemple, de faire des jumeaux virtuels, de virtualiser toutes les données d'un être humain dans le but d'avoir des AI qui vont faire des prédictions. Puis suite à ça, tu connectes ça à des agents qui peuvent, eux, essayer de faire des diagnostics. Puis bon, c'est le genre de projet que je travaille en ce moment. Puis l'endroit où est-ce qu'on voit que les données ont de la valeur, c'est les données que justement qui sont pas sur Internet, qui sont pas, puis qui n'ont pas nécessairement des patterns évidents parce que les humains sont extrêmement complexes dans leur personnalité, dans la façon d'être. Et c'est ça qu'on essaie de plus de ne pas fider les AI, alors que c'est ça que je crois qui pourrait avoir un plus d'impact. On a un système, on parle au Québec des problèmes qu'on a de l'accessibilité au système de la santé. Imagine si toutes les tâches en ce moment qu'on donne en télémédecine, je pense qu'on pourrait les donner à un AI. Parce qu'en fait, la télémédecine, le médecin, il ne te voit, il ne te touche pas. Il fait juste te parler. Il fait un diagnostic basé sur la description que tu lui fais de tes symptômes. Fait que tout ce genre de choses-là, ben, on pourrait le donner à un AI. Fait que tous les médecins qui sont en ce moment en train d'être pris, les médecins de famille, à faire ça, ben, on pourrait tout de suite dire, mais là, parce que nous, on va s'enfarger dans les discussions sur ouais, mais là, comment on va essayer d'anonymiser les données, blablabla, on va potentiellement, de l'autre bord, avoir du monde qui n'ont pas accès à un médecin, avec le vieillissement en plus des médecins qui continuent à s'accélérer. Puis, donc, la question, c'est il faudrait que les gouvernements commencent à balancer un peu les choses puis dire est-ce que c'est un mal pour un bien? Puis c'est ça que d'autres pays sont en train de réfléchir en ce moment. Puis j'ai pas l'impression que cette réflexion-là est faite au Québec. À moins si c'est fait dans des portes closes, mais ça va avoir un gros impact. Je parle du système de la santé parce que je pense que c'est mon domaine, mais c'est aussi un système que je pense que ça va avoir le plus d'impact. Parce que quand on regarde juste le coût du gouvernement, c'est là qu'au niveau du gouvernement, il y a des gros coûts. Puis les discussions qu'on a sur les données sont souvent à ce niveau-là. Fait que bref. Même je te ramènerais ça à un autre pan de notre société qui est l'éducation aussi. Tu sais, on a eu la chance, toi et moi, déjà d'en Ouais. parler. On a eu un petit panel là-dessus, tout ça. Mais tu sais, on se rend compte que, entre autres, notamment, je pense qu'en Asie, il y a certains endroits où maintenant l'AI fait partie du cursus scolaire, puis c'est Ouais. de façon intégrée. Puis tu sais, ici, actuellement, tu sais, moi, j'ai une grande de 17 ans qui nous demande un peu d'aide une fois de temps en temps. J'ai une petite de 10 ans aussi. Euh, mais ce que je réalise, c'est que la grande de 17 ans, alors que je m'attendrais qu'elle ait déjà développé ou qu'elle sache déjà, parce qu'elle est déjà un peu dans la tech en soi, ils sont tous sur TikTok, ils ont tous accès, puis tu sais, veux pas, les AI, ils en entendent parler, mais ils n'ont pas le réflexe de l'usage. C'est pas Mais là. dans le rapport, quand tu regardais un peu la séquence, c'était un peu émis comme ça dans le sens où au début, la masse n'a pas encore conscience de la portée puis tout ça, puis il y a juste une gang de geeks là, comme nous autres là, qui commencent à catcher un peu ce qui s'en vient. Hello! Mais fait que c'est pas encore. Mais dans ma tête à moi, Joe, j'ai l'impression quand même. Je veux dire, moi, tu sais, mettons mes flots, moi, 5 puis 8 ans, là, tu sais, fait que j'ose croire que rendu à 18-19, là, ça va être rendu des réflexes assez imprégnés, au même titre qu'on nous a mis un Game Boy quand on avait 7 ans, les gars, puis tu sais, ça nous a fait qu'une manette, on est capable de manier ça comme des maîtres jusqu'à 40 ans, tu sais. Fait que j'ai l'impression que slowly but surely, mais on est présentement, dans ma tête à moi, encore très, c'est pas diffus quand même, là. Non, totalement, tu as un bon point. Je pense que la génération qui est plus jeune va vivre un peu ce que à peu près un paquet de générations a vécu, c'est-à-dire un certain edge. Tu sais, on a eu les Y, on a eu les X, etc. Puis, tu sais, donc, les millennials sont nés dans le numérique, etc. Donc, la génération qui est là en ce moment est celle qui va être née dans la révolution AI. Fait que oui, ils vont y arriver, mais je suis quand même... il y a comme une petite génération un peu qui touche aux deux, qui vont avoir vu le avant puis le pendant. Puis je me serais attendu à ce que, disons, l'adhésion soit peut-être aussi rapide que c'est arrivé dans notre portrait. Puis comme tu le dis, et puis comme vous l'avez dit tous les deux un peu, ben, ouais, ben tu sais, non, l'adhésion, on dirait qu'elle vient beaucoup plus lentement, là. Fait que tu sais, c'est pour ça que, un peu dans la partie du discours que tu as amené aussi, Gab, que tu sais, on lit ça, puis on dit, ah, ok, mais c'est un peu surprenant parce que ça va peut-être plus vite que ce qu'on pourrait se l'imaginer en termes de scénario. Euh, puis
ce qui nous fait croire ça, justement, c'est quand on regarde un peu notre environnement autour de nous, là, on se dit, ben crème, OK, c'est un peu comme à nos débuts, on s'est mis à jouer sur Internet un peu tout le monde, puis on était un peu des bizarres dans notre entourage parce que nos parents ne comprenaient pas vraiment ce qu'on faisait là-dessus. Ils trouvaient juste qu'on passait trop de temps, puis qu'on bloquait la ligne téléphonique. Fait que, tu sais, j'ai l'impression qu'on revit un peu ce petit ralentissement-là, puis cette prudence-là. Oui, puis il ne faut pas oublier que, admettons que les technologies se mettent admettons que les GI se mettent à tuer plein d'entreprises, les entreprises vont quand même avoir des liquidités puis mourir à petit feu, puis ça va pas arriver, ça va pas prendre un mois. Tu sais, dans le sens que ces affaires-là vont s'opérer. Je pense qu'ils vont prendre plus de temps un peu à s'opérer parce qu'il va y avoir une résistance, je pense, qui est sous-estimée dans le document. Puis la résistance, on le voit déjà, tu sais, dans le sens que quand je travaille avec des entreprises, il y a du monde qui se font dire, par exemple, ouais, mais OpenAI, il peut dire plein d'affaires pas correctes, fait que moi, je préfère pas l'utiliser. Puis je suis comme, ouais, mais c'est quand même, tu sais, au pire, tu sais, souvent, un truc que je dis d'ailleurs aux gens, parenthèse, je dis souvent aux gens de voir les LLM en ce moment comme un stagiaire. Tu sais, c'est dans le sens que tu peux donner plein de tâches, puis tu peux donner plein de tâches, mais vérifie quand même un petit peu. Mais pour être honnête, de moins en moins, j'ai vérifié, j'ai l'impression. Puis c'est mon constat dans la dernière année. Là, c'est qu'avant, je passais quand même beaucoup de détails. Puis là, je suis comme, je vais l'envoyer de même. C'est de mieux en mieux, là. C'est mieux. Tellement, là, tellement. Puis moi, je pense que, nous, à notre âge, notre génération, avec nos compétences, je pense qu'on va devenir un peu. On est chanceux dans une certaine mesure parce que, comme on dit, la génération peut-être plus jeune qui, elle, va être tombée dedans puis qui n'aura pas nécessairement eu la perspective que nous, on a eu avant, c'est un certain avantage parce que, on développe des réflexes, qui viennent un peu avec ce bagage-là, qui nous permet d'avoir une perspective qui va peut-être être complètement différente. Fait que je pense qu'on est, sans s'en rendre compte, on a le potentiel d'être privilégié dans l'évolution de l'AI puis de la façon dont tout ça va s'implanter dans le monde moderne, là. Ça m'amène à un questionnement que je trouve intéressant parce que, par rapport à l'éducation et tout ça, c'est que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus une perte de valeur aux tâches intellectuelles, puis une augmentation de la valeur aux tâches manuelles. Quelqu'un qui travaille dans la construction, là, il n'est pas pantoute en menace pour les 15 prochaines années, je pense, d'au moins 10 prochaines années. Et l'impact que je pense que ça peut avoir dans les jeunes, c'est est-ce qu'on pourrait se retrouver, puis ça, je ne sais pas, en fait, c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut se retrouver avec des jeunes qui vont être moins intellectuels, qui vont être peut-être moins bons pour se poser des questions, qui vont être peut-être plus paresseux parce qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à ces questions-là. Et en plus que l'économie va en plus les pousser à se dire faire des études universitaires, parce qu'honnêtement, là, aujourd'hui, me lancer dans les études universitaires, là, je serais hautement embêté sur quoi étudier. Mais, OK, tireur de joint dans la construction, je vais être safe pour une couple d'années encore. Puis moi, c'est des affaires que je me questionne beaucoup sur notre capacité à s'adapter à ça, si on va pas, si les gens vont être de moins en moins poussés à vouloir être intellectuels, puis je pense qu'on va les pousser à pas l'être. En tout cas, bref, ça amène un angle. Je rajouterais, Gab, à ça, oui, absolument. Puis là, moi, je suis toujours, l'envers aussi en même temps. Je me dis, on met des belles promesses à l'AI dans le domaine de l'éducation, comme quoi, demain matin, là, hypothétiquement, des tuteurs virtuels qui vont faire des parcours personnalisés pour un enfant qui a une neurodivergence, un TDAH, un ci, un ça. Là, tu as un prof qui court en malade avec 35 étudiants, puis il n'est pas capable d'y arriver, puis il n'y a pas de TES pour l'aider, puis tout ça. Donc, il y a ce chemin-là où c'est plus double rainbow, là, ça risque d'être beau, cette histoire-là, une track où l'éducation va avoir des outils qu'elle n'a jamais eus, qui va personnaliser et amener l'humain à débloquer son plein potentiel. Mais de l'autre côté, ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que tu dis, mais en même temps aussi, tous ces outils-là vont-ils les amener à moins être capables de raisonner et à exploiter leur plein potentiel? Fait que je vois ces deux choses-là là, qui sont là, mais potentiellement en contradiction aussi, là.
Et c'est plus profond que ça, c'est la motivation. Moi, je pense on va avoir un gros problème de motivation face à l'éducation si les gens ne voient pas d'intérêt à devenir un expert dans un domaine parce qu'ils ont ChatGPT puis là, en ChatGPT, ils vont voir mieux que ça. On sait ça la discussion aujourd'hui. Ils vont voir beaucoup mieux que ça qui vont être l'expert dans le domaine. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on réfléchit à tout comment optimiser l'éducation, mais si les gens sont même plus intéressés à aller étudier parce qu'ils verront pas d'intérêt, sauf si c'est des intérêts personnels, au même titre qu'un retraité va des fois aller faire une maîtrise. J'ai l'impression qu'il va y avoir des gros enjeux par rapport à ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, puis je pense que ce podcast-là pourrait durer 8 heures, là, parce qu'il y a tellement d'angles. Il y a tellement d'angles. C'est toute la société au complet qui change. C'est les valeurs qui vont changer. C'est les économies. C'est l'échiquier politique. C'est potentiellement le terrorisme. C'est potentiellement la guerre. C'est énorme. Moi, je pense que c'est de loin la plus grande menace que l'humanité a jamais eue devant elle, bien avant même les changements climatiques, qui sont aussi, moi, une très grande menace. Mais je pense qu'on n'a jamais eu de code aussi dans notre visage que ça. Puis je ne sais pas comment on va passer au travail. Puis je rajoute même un petit point à ça, c'est on essaie toujours de créer des outils pour nous faciliter la vie, mais là, on vient de créer l'outil suprême pour nous faciliter un shit tonne d'affaires, mais il y a un backlash énorme sur ce que ça va disrupter, ce que ça va bousculer aussi. Fait que ouais, c'est énorme, là, c'est énorme. C'est beau, énorme, ça fait peur, c'est excitant, c'est un mélange de toutes ces émotions-là. Joe, je te vois penser, parle-moi. Là. Écoute, moi, je suis parti dans ma tête aussi. Mais oui, tu sais, en fait, pour juste revenir un peu sur ce que vous disiez par rapport à l'éducation, puis justement un peu au fait que peut-être on se désintéresse à vouloir développer un peu nos compétences. Moi, je pense que quelque part, reste qu'au final, faut que tu aies de l'intérêt intellectuel, puis il faut que tu te développes intellectuellement pour pouvoir utiliser l'AI adéquatement. Tu sais. Il y a ça qui contrebalance dans le sens où tu auras beau être monsieur, madame, tout le monde, à la limite dire ben moi, je ne vais pas faire ça de l'université. Ben, qu'est-ce qui va faire que tu vas développer les acquis suffisants pour te mettre à utiliser ces outils-là intelligemment puis à te rehausser? Fait que, tu sais, moi, c'est juste, il y a ça là, c'est la seule nuance qui fait qu'actuellement, je me dis, ah, ben ça, c'est plus difficile à tasser. Ça reste qu'il y a un besoin encore d'éduquer puis de suivre les gens puis de les amener à. Puis ça ne va pas se faire ça du jour au lendemain parce que oui, les AI pourraient te prendre en main puis tout ça. Mais tu sais, je pense qu'on le voit juste dans l'adhésion actuelle. Tu sais, l'adhésion va être lente pour une grande partie de la population, va se faire de façon beaucoup plus à petits pas. Fait en tout cas, comme Gab dit, on pourrait en parler pendant 8 heures. On pourrait avoir différents points de vue. Puis je trouve ça super intéressant, justement, déjà qu'on en appelle. Mais si vous me permettez, les gars, je serais curieux de faire juste un petit simili-croche. Puis j'aimerais savoir votre point de vue sur. On vient de vivre des élections fédérales. Puis je me serais attendu à avoir une utilisation de l'AI, pas nécessairement big and bold, là, mais par exemple, l'exemple que je donnais il n'y a pas si longtemps à quelqu'un, je lui disais pourquoi est-ce que les partis, exemple, ne se sont pas dit on va créer des campagnes sur les sujets qui sont importants d'un point de vue stratégique et politique? On va utiliser les AI pour produire nos messages, puis essayer de les cibler dans les groupes d'intérêt conséquemment, etc. Puis qu'on se rende compte que, tu sais, ah, ben, crime, je viens de voir 3 messages qui sont en apparence différents, mais en réalité, je comprends qu'on a peut-être utilisé des outils pour les concevoir, pour se faciliter la vie sur la vitesse à laquelle on peut les mettre en place, puis les rendre excessivement ciblés sur des sujets, sur des thèmes précis. Ben, ce que je peux dire rapidement, c'est que moi, il y a des gens, des partis qui m'ont approché des fois pour poser des questions sur comment les utiliser. Fait que je pense que les partis sont clairement conscients de ces outils-là. Je pense que il y a peut-être pas je pense que c'est une question de temps qu'il y ait un outil purement fait pour un parti politique là, que tu fais juste dire qui va gérer tout ça. Puis, mais tu sais, les pièces. Ton sourire laisse sous-entendre que. Non, je ne travaille pas là-dessus. J'ai d'autres choses à fouetter. Mais les pièces sont déjà là. T'sais. Fait que je pense que c'est une question de temps. Mais en même temps, l'élection qu'on avait là, fédérale, était tellement basée sur Trump que. Bon Je pense qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de faire ça, mais je
je serais pas surpris qu'on le voit dans les prochaines élections provinciales. Mais ça va se faire subtilement, fait que c'est difficile à voir. Comme c'est. Je pense que ça va être des gens comme nous qui vont peut-être être capables de voir ces petites nuances-là. Mais mais moi, des choses que j'ai remarquées rapidement, bon, on sait exemple, le Parti conservateur, on va avoir des. J'ai vu un peu plus les conservateurs, ils ont certaines antennes. Là. Puis dans les antennes qu'ils peuvent avoir, il y avait beaucoup d'images générées par l'AI pour où est-ce qu'ils allaient mettre, admettons, pour représenter un peu comme des caricatures, mais là, faire des photos. Puis ça, j'ai vu beaucoup de groupes, dans le fond, qui publiaient ce genre de photos-là. Je l'ai moins vu du côté des libéraux. C'est peut-être moins dans leur style aussi, mais reste qu'on le voit. On voit même Trump, le fameux vidéo de Gaza. Ben oui, c'est méchante affaire. On pourrait en parler, mais tu sais, Trump utilise souvent des images aussi faites par Punta l'AI. Gaza. Ouais, donc tu sais, ça, tu vois, on voit que c'est déjà pris. Mais il faut pas oublier que créer des images là, de qualité, il y a 3 ans, on n'aurait pas parlé. Là, fait que, Non, c'est ça. fait que, je pense que ces éléments sont là. On les a vus peut-être plus en mode bottom-up, là, c'est-à-dire que ça a Ouais. été plus des groupes d'influence qui voulaient s'immiscer dans la campagne pour justement faire nous, on va créer du meme, du stock, du matériel pour faire de l'intox un peu. Ça l'a servi. Mais moi, je m'attendais à le voir du top aussi. Je m'attendais à ce que justement, d'un point de vue création de campagne et tout ça, qu'on se rende compte OK, ils ont utilisé ça à leur avantage pour faire des économies parce qu'une campagne, on s'entend, ça coûte vraiment cher parce que tu es tout le temps dans les médias puis il faut que tu monopolises l'attention le plus possible. Là. Fait que moi, je me serais attendu à le voir de ce côté-là puis je ne l'ai pas vu puis j'étais un peu déçu. Je serais moi, pas surpris que. vas-y. Je vais faire mon gérant d'estrade. Là. Tantôt, on disait que le Québec, c'est beaucoup une population vieillissante. Puis, tu sais, avant qu'on embarque dans les nouvelles tendances, on est à la traîne des innovateurs dans ce monde-là. Si je pense à les San Francisco, ce monde-là, tu sais, les zones tech très innovantes où ce que ça adopte ces technologies-là. Fait que moi, ça me surprend pas, là, tu sais, qu'on soit late to the party, tu sais, puis qu'on attende de voir ce qui se passe ailleurs, là, tu sais. Ben, moi, je suis pas mal sûr. Je le dis sans avoir aucun indice, mais ça serait le contraire me surprendrait. Je suis pas mal sûr qu'aujourd'hui, là, beaucoup de discours sont pré-draftés par des GPT, là, par des députés, ce genre d'affaires-là. Là. Absolument. Ou leurs équipes, leurs attachés. Là, fait que moi, j'ai l'impression que l'utilisation est déjà très répandue. C'est juste que c'est pas in your face. Fait qu'on on le voit pas, mais. Peut-être pour des questions d'acceptabilité sociale aussi encore qui sont mitigées. C'est-à-dire que ça ferait peut-être mal paraître à un parti politique de dire qu'ils ont utilisé ces outils-là au lieu de faire travailler des agences, puis des réalisateurs, puis des producteurs à tourner des bonnes vieilles pubs. Là. Puis Joe, au même titre que, je vais parler au nous, là, mais au même titre que nous, quand tu veux écrire un courriel un peu intense à quelqu'un, tu vas faire une review dans ChatGPT, puis finalement, c'est meilleur que ce que tu avais fait. Tu envoies quasiment Aziz à 98%. Tu le dis pas à ton client que tu as fait ça, puis tu as juste l'air d'être super sacoche. C'est une question de temps avant que tout le monde comprennent et perçoivent que tout le monde fait ça. On est juste dans les early adopters de ça. Puis potentiellement, dans l'arrière-scène, certaines communications politiques ont été screenées par un AI. Pas mal sûr que les agences de com l'utilisent déjà, je le sais. Je pense que les agences de gestion de crise vont l'utiliser aussi. Donc, je pense que c'est déjà utilisé, mais pas. Il n'y a pas encore un AI. Il n'y a pas une compagnie qui s'est dit, je vais mettre un AI. Tu sais, je vais créer, mettons, une version promptée de GPT qui connaît mon programme puis qui va répondre pour le monde. Tu sais, ça, j'ai pas encore vu ce genre d'utilisation-là, du moins en Occident. Là. Simon et moi, on en a parlé déjà. Je lui disais que moi, l'utilisation que je me suis permis de faire puis que j'aime bien faire maintenant, c'est de démonter des mythes ou de l'intox. Ah ouais? Dans le fond, sur Facebook, des fois, il y a des gens qui publient des tableaux. Les libéraux dépensent je sais pas combien de milliards versus ça. Puis je pogne juste l'image, je la drop dans ChatGPT, puis je dis qu'est-ce que tu as à me dire à propos de ce graphique-là? Puis pouf, là, il va te sortir de l'info. Puis après, je dis peux-tu juste me faire une courte réponse comme si je répondais à quelqu'un là-dessus sur Facebook? Puis je m'en sers juste. Puis j'aime ça parce que je trouve que la réponse que ça donne, généralement, elle est excellente. Là, elle va venir mettre le point sur la faille, dans le fond, de ce que l'intox cherche à faire. Puis elle va pas le faire avec un ton où, moi, j'ai cette petite tendance-là, des fois, à mettre le feu un peu. Fait que je trouve ça vraiment cool. Moi, je l'ai utilisé pendant la campagne quand je voyais qu'il y avait des choses qui avaient juste pas d'allure, puis que je me disais, dans des amis ou dans des connaissances, exemple sur mon Facebook, j'étais comme,
Ben non, guys, comment, gardez-vous une petite gêne, s'il vous plaît, Puis, diffusez pas ça. Puis je trouvais ça intéressant de voir que les AI pouvaient me permettre de mieux adresser ces choses-là que moi j'avais dans mon entourage. puis on rentre là, on rentre dans l'ère des multi-agents, hein. Puis c'est là que ça devient. Ouais. Je pense que 2025, moi, je la vois comme étant l'année des multi-agents, là. Puis tu vois, ce genre d'affaires-là, ce qui est intéressant, c'est que les multi-agents sont super bons pour en avoir un, mettons, qui va juste analyser le ton. Tu sais, juste essayer de savoir, mettons, je vais m'assurer d'avoir un ton qui fit avec qui tu parles, puis tout ça. Fait que ce qui va être subtil avec les AI, c'est que souvent, on le verra pas. Tu sais, on s'en rendra pas compte. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est déjà utilisé beaucoup plus qu'on pense. Puis c'est juste que c'est pas mis upfront, mais je serais pas surpris que d'ici quelques années, on ait un parti qui se dit géré par un AI de façon ouverte. Moi, je pense que. Puis qui va dire l'AI est juste meilleur que nous autres pour prendre des décisions. Puis nous, moi, je serais pas surpris qu'on voit ce genre d'affaires-là dans notre vivant, là. Puis, Gab, t'amènes à un point, là, bon, puis je nous retaille back au rapport qui était sur Bonne les... chance, Simon. Non, j'ai un bon segue, OK? Écoutez bien, OK? Fait que les multi-agents, fait que, là, il y a nous, présentement, en 2025, ce qui se passe, sont allés en 2026, 2027. On se dirige vers des agents qui vont plus que juste te répondre à une seule question. Tu les envoies sur une tâche complexe que si un humain le faisait, il devrait passer, tu sais, sa journée à le faire et décortiquerait ça en 10 étapes dans un ordre séquencé logique pour arriver à un résultat qui est voulu. C'est ça un peu la prochaine étape, et même c'est déjà in the works dans ces grosses compagnies-là. L'étape, c'est de se rendre à ça. Donc, quoi? Excuse-moi, dans ma tête, genre, ben c'est cool, maintenant tu peux le faire en disant que tu es en train de brûler complètement un milieu humide à quelque part sur la Terre. Mais bon. Absolument, absolument. Puis je me sens mal, mais je texte en même temps. Puis ce qu'il disait d'ailleurs dans le rapport, je ne sais plus dans quel moment du timeline, mais il disait il payait des millions et des milliards de dollars à des humains pour faire des 8 heures par jour, d'expliquer c'était quoi pour faire une tâche, pour du reinforced learning d'humains, mais pas juste à quelle est la couleur du chat? Le chat est bleu. Non, non, non. Comment est-ce que tu dévisses un sprocket assis sur un caliper de char? OK, j'ai rien, c'est de la merde ce que je dis là, mais donc là, le mécano t'explique en nan. Et là, on feed, on s'en va vers feeder les AI de tâches extrêmement complexes pour que ces multi-agents-là, si je ne me trompe pas, Gab, tu me corrigeras si je dis des niaiseries, mais soient capables d'élaborer des tâches de plus en plus complexes. Fait que c'est là qu'on s'en va ultimement, là, beaucoup. Là, je ne sais pas si c'est votre take là-dessus. Ben, le take que j'ai, oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en termes de si on comparait, mettons, un LLM state of the art qu'on a aujourd'hui, genre ChatGPT, la dernière version, à, mettons, un cerveau ou des neurones, là, le LLM, il est très, très stupide. Si on compare en termes de puissance de calcul, tu sais, on est peut-être, là, je fais une comparaison complètement à l'aveugle, là, mais on ne doit même pas être au niveau de l'écureuil, là, tu sais, en termes de capacité cognitive. Mais comme ils sont extrêmement focusés sur une chose, le output est quand même très bon. Puis les multi-agents, là, ce qui est extrêmement puissant, c'est que là, on se retrouve avec une armée de petits cerveaux comme ça. Puis là, on le voit avec des technologies comme DeepSeek, puis tout ça, mais le coût tant à la fois énergétique, matériel, tout ça, pour faire ce genre d'affaires-là est de moins en moins élevé. Fait que ce qui permet qu'on peut se permettre d'avoir une quantité d'argent de plus en plus important pour une seule tâche, qui, eux, vont être spécialisés à regarder plein d'angles, un peu comme notre cerveau va faire, puis qu'après ça, notre pensée, notre monologue interne va un peu gérer tout ça. Mais là, c'est vraiment le même concept qu'on est en train de créer avec les multi-agents, où est-ce qu'on a un monologue interne qui les connaît, ce monologue interne, qui contrôle plein de petites tâches. Et ça, aujourd'hui, c'est déjà... puis on le voit déjà, quand les thinking models, c'est un peu ce qu'ils font une version raccourcie, mais croyez-moi, ça va exploser. On va passer des fois, peut-être 5 agents, ce qu'on voit en ce moment, quand tu poses une question, ça va être 4-5 agents, à potentiellement 10 000 agents. Parce que le coût va être tellement pas élevé qu'on va pouvoir se permettre d'avoir cette quantité-là. Fait que là, on va se rapprocher assez rapidement à une capacité de calcul qui sera un peu plus, qui va se rapprocher de nous autres. Mais ça, bref,
Je sais pas où aller exactement avec ça, mais Ben, ouais, vas-y. Ben, je peux t'aider à où aller avec ça. Fait que, tu sais, on parle maintenant d'une multiplicité d'agents qui sont capables de décortiquer des tâches extrêmement complexes. Checkez-moi bien le segue, là. Dans le rapport, on parle à un moment où est-ce que là, il y a un point d'inflexion où les gens dans un OpenAI, là, ils appellent ça Open Brain, les chercheurs qui sont là, ils comprennent à la limite quasiment plus ce qui se passe. Il y a une poignée d'humains sur le staff de 5000 humains qui comprennent un petit peu, puis il y a une certaine jugeote qui est intéressante pour faire gagner à ça. Mais, et là, checkez bien où est-ce que je m'en vais, puis c'est une portion que moi qui m'a fait un peu capoter positivement, c'est que ils ont une vision comme quoi ces grosses compagnies-là, d'ici quelques années, là, il y a un nouvel AI qui pop tout le temps, OK? Mais à un moment donné, ça va être que c'est plus un humain qui va dicter comment. Tu vas pogner l'AI précédent, puis tu vas lui dire, pense à ce serait quoi ta prochaine version à toi. Et l'AI va entraîner à faire un AI, qui va entraîner à faire un AI. Puis là, à un moment donné, dans le rapport, vous irez le lire parce que c'est fascinant. Et à un moment donné, ils disent, là, faut qu'on va, là, le Agent 5, là, il était rendu au 5, ils l'ont comme arrêté, ils ont dit là, ça, this is way too much, on va juste comme laisser ça à 4, puis le fermer de même, parce que là, sinon, ça va, shit will hit the fan, là, ça ira pas bien. Fait que cette notion-là de s'entraîner par, tu sais, l'humain devient irrelevant à un certain point, ça, bref. Depuis l'arrivée des GAN, les AI Generative des Adversary AI, eux autres, dans le fond, c'était le début de ce concept-là. Où est-ce qu'on avait des AI qui dans le fond, s'entraînaient en s'interrogeant les uns aux autres, mais c'est à un niveau très, très basic. Là, effectivement, on rentre dans l'ère où est-ce que la recherche est hautement assistée par l'AI. Puis rapidement, effectivement, l'AI va littéralement, on n'aura plus vraiment besoin de nous. Dans le sens que, puis la raison pour ça, il y a deux gros facteurs. Un, le langage. Le langage, quand on y pense, c'est quelque chose d'extrêmement inefficace. Tu sais, pour dire une phrase, il faut qu'on utilise plein de mots qui sont basés sur des historiques bizarres qu'on a hérité des Romains. Puis tu sais, quand on regarde la linguistique, là, il y a plein de choses qui sont pas efficaces. Puis pareil pour la programmation, le code, c'est hautement inefficace aussi. Donc, rapidement, les AI, ils vont en arriver avec une forme de langage. D'ailleurs, il y a un protocole qui a été présenté, là, je pense qu'il y a le mois dernier, justement, qui veulent faire un langage d'AI à AI pour faire ça, une espèce de standard qui va être beaucoup plus efficace, mais pareil aussi pour le code. Le MSP, c'est MSP? Non, mais oui, mais non. Okay, c'est bon. Le MSP est en partie ça, mais on parle aussi de faire un langage vraiment où est-ce que des AI différents pourraient communiquer. Okay. Le terme m'échappe, mais c'est MSP, je pense que c'est deux entités différentes qui ont proposé ça, mais les deux sont en train de faire on parle de standards qui sont en train d'arriver. Mais même pareil au niveau du code. Un AI, LLM, a un espace latent avec des milliards et des milliards de paramètres. Fait qu'un logiciel pourrait uniquement être un point dans cet espace vectoriel-là, puis que ce point-là représente ton logiciel. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un code, tu expliquerais à ton AI, par exemple, qu'est-ce que tu veux que le logiciel fasse. L'AI va faire, pouf, c'est ce point-là. Un peu comme quand tu fais une image. Quand tu veux créer une image par un AI, ils vont, dans le fond, avoir un espace latent qui va avoir un point qui correspond à ça, puis ils vont générer l'image par rapport au point dans l'espace latent. Fait que le même principe va se faire au niveau du logiciel. Ce qui fait que là, les codeurs, quand le logiciel, on va le débugger, on va le prompter, on va essayer d'expliquer à l'AI, il est arrivé telle chose, ajuste ton point dans l'espace latent pour que ça fonctionne, mais on ne sera plus capable de comprendre de façon séquentielle comme on le fait en ce moment, où est-ce qu'on peut aller dans le code puis dire... Mais le problème aussi, c'est que quand on est capable d'avoir un code, on peut mettre des safeguards, on peut mettre des protections pour se dire... Ça, peu importe ce qui arrive, fais-le pas. Mais là, quand l'AI va lui-même le positionner... Quand c'est une boîte noire. C'est une boîte noire, puis on va voir la difficulté, mais en même temps, ça va être tellement plus efficace que tout le monde va prendre quand même cette technologie-là. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qui sont sur le point d'arriver d'ici, je pense, 1 an ou 2. Puis ça va être les 2 éléments clés pour qu'après ça parte. Puis là, c'est là qu'on parle après ça littéralement de singularité, où est-ce qu'on n'aura plus le contrôle de la technologie, puis il va y avoir une croissance exponentielle des capacités parce que les processeurs vont être désignés par des AI, le langage des AI va être désigné par des AI, puis là, ça va être tout optimisé,
Puis là, nous, on n'aura plus le contrôle là-dessus. Puis ben là, je sais plus. À ce moment-là, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Là où la grosse, tous les risques et la dangerosité au niveau mondial, politique, tu sais, je veux dire, le Holy Grail d'avoir ça dans ton pays puis de le détenir, que ce soit États-Unis ou Chine, ça devient je sais pas, c'est comme si il reste plus d'eau sur la planète puis il y a rien que toi qui en as, là, tu sais, je veux dire, c'est huge, là. Moi, les gars, je vous écoute, là, puis je me dis que je pense qu'il faudrait que je me prenne des vacances. Tu sais, je pense que, c'est avec ce qui s'en vient, là, je pense qu'on... Ouais. Non, mais oui, c'est super intéressant. Puis, tu sais, ça allait super vite dans ma tête aussi de ce que tu expliques. C'est un méchant bon point, Gab, sur le principe que, tu sais, à un moment donné, le code, c'est eux qui vont l'écrire dans un langage qu'on n'aura même pas la capacité de comprendre et nous-mêmes de les modifier, qu'on n'aura pas le choix de leur faire confiance dans ce qu'on va leur demander, puis on n'aura pas de garde-fou, comme tu le dis. Ça, c'est quand même assez majeur. Puis, tu sais, à partir du moment où on est rendu là, there's no way back, à part dire, OK, guys, on shut down l'électricité worldwide, là. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'à quelque part, je suis quand même content de voir que, tu sais, dans le petit tableau que je vous ai présenté d'entrée de jeu, Robotics, il va pas aussi vite. Parce que, tu sais, quand on y pense, l'élément qui peut nous faire le plus peur dans tout ça, quand on se réfère à la science-fiction, ben, c'est l'aspect robotique de l'AI, de compagnie, tout ça, même s'il y a d'autres threats, là, il y en a d'autres Ouais, il y en qu'on a peut réfléchir, mais... ouais. Je pense que Bioweapon, lui, me ferait particulièrement peur, là. Exact. Mais écoute... À terme, moi, j'espère quasiment que nos gouvernements soient gérés par un AI. Pour être honnête, là. Je vais lancer peut-être ce point-là vers la fin, là, mais je pense que si on veut éviter les tensions, puis si on a une identité qui est hyper rationnelle, moi, j'aurais tendance à se dire peut-être que si on a un AI qui est capable de comprendre quasiment tous ces concepts-là, de comprendre l'ensemble de la connaissance humaine, puis tout ça, ben, peut-être que j'y laisserais le contrôle de comment gérer l'économie, puis de s'assurer que les humains sont heureux. Il faudrait peut-être juste donner 2-3 grandes lignes, là, puis dire accroche là-dessus. De toute façon, une chose, tant qu'à finir vers je sais pas si on finit, mais tant qu'à aller vers un point plus science-fiction, les AI puis les robots, whatever, là, je suis en science-fiction, ils n'ont pas besoin des mêmes choses que les humains. Tu sais, nous autres, on a besoin de nourrir, d'oxygène, de ça. Les AI n'ont pas besoin de ça. Ce qui fait que dans un monde où est-ce qu'on est en compétition avec l'intelligence artificielle, ils risquent de se foutre de ce qui est important pour nous. Et puis c'est souvent dans les films, on voit souvent les AI essaient de prendre la planète Terre parce qu'ils veulent prendre nos ressources. Je pense qu'ils ont besoin peut-être d'un peu de carbone puis une coupe d'affaires de même. Mais un AI pourrait facilement être dans l'espace puis vivre puis être bien heureux. Fait que je pense que la Terre, là, elle sera pas tant intéressante pour les AI dans le futur. Fait que la bonne nouvelle, c'est que je pense que si on réussit à pas se tuer entre nous autres, je pense que les AI seront. Moi, je les vois pas comme étant la menace. Je vois vraiment les humains et comment ils utilisent les AI comme étant la menace. C'est pour ça que j'ai tendance à faire confiance à l'AI plus tard. C'est un beau closure qui nous amène à dire, regardez, guys, c'est pas tout ça, c'est des prévisions de la chose. Tous les scénarios sont possibles. Il y a moyen de rester positif aussi là-dedans. Puis je pense on va y aller une bouchée à la fois. Là, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite fortement à aller regarder ce rapport-là. C'est fascinant. Il est là en version audio. C'est un 2 heures de votre temps, mais qui est bien investi. Mais restons quand même, je pense, positifs. Puis je pense plus qu'on va un peu... c'est un peu ça la vocation d'Intersection Podcast. C'est aussi allumer des lumières sur les réalités qui s'en viennent aussi. Fait que je pense plus on est conscient de tout ça, plus on est amené à en parler à tout le monde. Puis ça va nous amener vers un futur qui ne sera pas un apocalypse de l'être humain. Ouais, puis écoute, moi, ce que je vous propose, les gars, c'est que, étant donné que tout ça va vite, je pense que ça va être le fun. On va se refixer un petit touch point là-dessus. Puis on se fera un genre de petit rétro-update sur qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a dit, puis où est-ce qu'on pense que, oh, OK, il y a eu des changements importants qui viennent changer la perspective. Là, je pense que ça pourrait être super important de se faire un petit point là-dessus éventuellement. Puis je pense qu'anyway, la force des choses va faire qu'on va avoir envie de le faire. Je suis dans 3 mois, il va y avoir une bombe qui va sortir, une nouvelle affaire, puis de toute façon, ça va amener, ça va juste faire avancer ce sujet-là. Ça va évoluer tellement vite. Exactement. Un gros merci, Gab. Sincèrement, c'était super le fun que tu acceptes de venir nous jaser de ça. Puis vraiment, c'est le fun de pouvoir échanger aussi avec la perspective de tout le monde. Là. Ça nous a, on s'est brassé dans ce monde incroyable-là. Là, fait que c'était très chouette. Regarde, plaisir, n'importe quand, c'est un sujet qui me passionne, tellement que ça fait toujours, je trouve ça toujours le fun d'échanger là-dessus.
on a tous à apprendre sur. De toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. On a tous à apprendre sur comment ça peut se produire. Exact. Eh bien, un gros merci pour ton temps, Gab. Puis ce n'est que partie remise, c'est sûr qu'on va se rejaser. Au plaisir. Ça marche. Salut. Salut, bye.